Dans cette vidéo, nous allons parler de la gravure en relief, dite aussi taille d'épargne, qui forme une des principales familles techniques de l'estampe. Le principe est le suivant. Le graveur va travailler la matrice en épargnant le motif et en creusant les parties qu'il ne souhaite pas ancrer. Lors de l'ancrage, que l'on réalise avec un rouleau dur, l'encre est déposée sur les reliefs. Le rouleau ne touche pas les creux, qui restent donc vierges de toute encre. Durant l'impression, la feuille de papier posée sur la matrice entre en contact uniquement avec les reliefs. Et donc, il n'y a que les parties qui touchent les reliefs qui reçoivent l'encre. Pour imprimer une gravure en relief, il n'est pas indispensable d'utiliser une presse. On peut seulement appuyer très fort avec ses mains ou bien utiliser un barren japonais ou encore une cuillère en bois. Néanmoins, si l'on veut obtenir des noirs plus intenses ou si l'on veut imprimer cette estampe en un très grand nombre d'exemplaires, il est judicieux d'utiliser une presse. Il est tout à fait possible d'utiliser une presse de typographe ou bien une presse de taille douce. Historiquement, on utilise des matrices en bois pour réaliser des tailles d'épargne. On parle alors de xylographie ou parfois de xylogravure. Cette technique est connue depuis le 8e siècle en Extrême-Orient. En Occident, elle apparaît à la fin du 14e siècle. Il ne s'agit ici pas d'un transfert de connaissances techniques d'un continent à un autre, mais bien d'une réinvention dans un nouveau contexte en Occident. Pour réaliser une gravure sur bois, le graveur doit disposer d'une planche en bois dur, saine, sans aspérité ni nœud, au grain à la fois dense et serré. Les bois fruitiers sont idéaux pour cela. On emploie des planches qui ont été découpées dans le sens de pouces de l'arbre, c'est-à-dire que les fibres sont parallèles à la surface, un peu comme une étagère. On parle de gravure sur bois de fil. Le graveur peut dessiner au préalable sa composition sur le support, en veillant bien à ce qu'elle soit tracée à l'envers du résultat espéré. Ensuite, il va réaliser les tailles à l'aide d'un canif, de couteau ou de gouge. Il existe différents types de gouges avec différentes formes. Ici, c'est une gouge en V, là, une gouge en U. Certaines sont fines, d'autres sont larges, suivant la surface que l'on veut creuser ou si on veut obtenir de tout petits détails. En taille d'épargne, il n'est pas possible d'obtenir des teintes de gris. Soit c'est un creux, alors c'est blanc, soit c'est un relief, alors cela recevra de l'encre et cela s'imprimera en noir. Néanmoins, le graveur peut jouer sur la densité et la proximité des tailles pour donner un effet visuel d'un noir plus ou moins dense et donc suggérer l'idée d'un gris. La gravure sur bois est relativement facile d'exécution. À l'époque moderne, ce fut la technique de prédilection pour l'imagerie populaire, telle que les images de saints, les placards d'actualité ou encore les canards. L'avantage de la gravure sur bois est qu'elle supporte de très importants tirages, de l'ordre de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers. On sait que certaines matrices ont été exploitées pendant plusieurs décennies, voire plus d'un siècle. Il ne faudrait cependant pas associer la gravure sur bois de fil à une technique grossière, uniquement de faible exécution. Pour de bons graveurs, il est possible d'obtenir des détails très fins et subtils. La gravure sur bois a séduit de nombreux artistes dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle. Félix Vallotton est l'un des plus célèbres. Il a particulièrement exploité les jeux de contraste que permet cette technique. D'autres artistes se sont illustrés dans la technique de la gravure sur bois, tels que Paul Gauguin et Édouard Munch. Tous les deux ont cherché à tirer parti du matériau en utilisant les aspérités du fil, du bois, pour animer leurs impressions. Un nouveau matériau, apparu à la fin du 19e siècle et au début du 20e, a participé de l'intérêt maintenu pour la technique de la taille d'épargne. Il s'agit du linoléum, le même qu'on utilise pour le sol. Le principe est exactement le même,
à la différence que l'on grave du linoléum et non du bois. Le linoléum est moins onéreux, plus facile à graver car plus souple, et il présente de nombreux avantages. Le graveur n'a pas à se contraindre au sens du fil, de la fibre, et à l'impression, le linoléum permet des noirs beaucoup plus intenses et uniformes. Picasso, par exemple, a beaucoup utilisé cette technique pour ses gravures en couleur. La linogravure est une technique facile à expérimenter, qui ne nécessite pas beaucoup de matériel. Vous pouvez trouver des kits pour débutants en boutique de loisirs créatifs, et je vous recommande d'essayer. Au sein de la famille de la gravure en relief ou taille d'épargne, on distingue plusieurs techniques. Nous avons évoqué la gravure sur bois de fil et la linogravure. Il nous en reste une autre à évoquer, la gravure sur bois de boue, inventée à la fin du XVIIIe siècle et qui a eu une très grande incidence sur le livre et la presse illustrée au XIXe. Ici, on n'emploie pas des planches de bois taillées dans le sens de la fibre du bois. Au contraire, elles sont coupées perpendiculairement aux fibres. Par ailleurs, une essence particulière de bois est employée. Le buis, qui a la particularité d'être un bois extrêmement dur et qui permet donc des détails très fins. Le graveur travaille avec d'autres outils tels que le burin, les échoppes, des vélos, qui, couplés aux grains très denses du support, permettent des tailles assez précises et permettent notamment de donner des effets de teinte. L'inventeur de cette technique est Thomas Bewick, qui a notamment mis en œuvre le bois de boue pour un ouvrage sur l'ornithologie. En France, les plus célèbres gravures en bois de boue ont été réalisées d'après les dessins de Gustave Doré. Toutes les célèbres illustrations qu'il a données pour les contes de Perrault ou les fables de La Fontaine sont des gravures sur bois de boue. La BNF a la chance de conserver une matrice inachevée pour l'illustration de Don Quichotte et qui permet de bien comprendre la mise en œuvre de cette technique du bois de boue. Gustave Doré a peint directement à la gouache sur le bois. Il a ensuite confié l'interprétation de la gravure à un graveur professionnel travaillant sur ses ordres. Gustave Doré ne gravait en effet pas lui-même, il n'en aurait jamais eu le temps. Ici, le graveur Héliodore Pisan a commencé à interpréter le dessin de Gustave Doré en creusant ce qui devait être en blanc et en épargnant ce qui devait être en noir. Vous voyez au niveau de l'épaule de la jeune fille à quel point les détails sont extrêmement fins. Ces tailles très rapprochées et fines permettent de donner, de loin, un effet de teinte. Pour des raisons que l'on ignore, l'exécution de cette planche a été interrompue et elle est restée ainsi à moitié gravée. Elle ne peut donc pas être imprimée. Dans cette vidéo, nous avons vu 3 techniques de gravure. La gravure en bois de fil, la linogravure, qui est dérivée de la première, mais qui utilise un autre support, et enfin, la gravure en bois de boue. Toutes reposent sur le même principe. On creuse les blancs et on épargne le motif, qui se trouve ainsi en relief. C'est la raison pour laquelle on parle de gravure en relief ou de taille d'épargne. On désigne aussi cette technique sous le terme de xylogravure ou xylographie, car elles sont le plus souvent réalisées à l'aide d'une matrice de bois. Elles ont l'avantage de supporter un très grand tirage et se prêtent particulièrement bien à l'illustration du livre, puisqu'on peut aussi les imprimer avec une presse typographique. Traditionnellement, les matrices en bois mesurent 2,36 cm, ce qui est aussi la hauteur des caractères typographiques en plomb. Ainsi, elles peuvent s'insérer dans une composition typographique et être imprimées en même temps que le texte qui les accompagne.